Le 17 janvier 2026, un ancien chef de l'État est remis aux autorités de son propre pays, pas en secret, pas par négociation politique et par le droit. Paul-Henri Sandaogo Damiba franchit la frontière non comme une figure protégée par l'exil, mais comme un justiciable ordinaire. À cet instant précis, une ligne invisible se brise, celle qui, pendant des décennies, séparait le pouvoir passé de la responsabilité présente. Ce transfert n'est pas un geste symbolique, il clôt une séquence courte, tendue, méthodique. En moins de 2 semaines, la machine judiciaire s'est mise en mouvement sans hésitation. Dénonciation formelle, instruction ouverte au mandat d'arrêt international, décision d'une juridiction étrangère, extradition exécutée. La rapidité n'est pas ici un accident, elle est un message. Les accusations ne flottent pas dans le vague politique, elles sont ancrées dans le droit pénal. Atteinte à la sûreté de l'État, crimes financiers majeurs, des chefs d'inculpation qui touchent le cœur même de la confiance publique et de la sécurité nationale. Rien de flou, rien de rhétorique, mais ce qui dérange le plus n'est pas la gravité des charges, c'est la manière, pas de discours vengeur, pas de mise en scène punitive. L'État avance sans colère apparente, avec une fermeté presque froide, vitesse sans désordre, autorité sans excès, puissance sans revanche. Et dans l'histoire politique africaine, les anciens dirigeants glissent souvent dans l'ombre. Le silence devient leur refuge, il y a l'exil, leur assurance. Ici, ce schéma est refusé. Le passé ne suspend plus la loi, le rente ne crée plus d'immunité durable. Ce moment force une question inconfortable. Si un ancien chef de l'État peut être extrait légalement de l'exil, jugé selon un calendrier clair, alors qu'est-ce qui protège encore ceux qui croyaient le temps suffisant pour effacer les responsabilités ? 3. Ce n'est pas un procès qui commence, c'est un précédent qui s'installe. Et une fois qu'un précédent existe, il ne disparaît jamais vraiment. Tout commence le 5 janvier 2026. Pas par une arrestation, par un acte écrit, une dénonciation formelle est déposée auprès du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou-Prin. Elle vise plusieurs figures civiles et militaires. Parmi elles, un nom concentre immédiatement l'attention. Les faits allégués ne parlent pas d'opinion politique. Il parle de préparation, d'organisation, d'actes susceptibles de menacer la sécurité et la stabilité de l'État. Le lendemain, le 6 janvier, la justice ne temporise pas. Un juge d'instruction ouvre officiellement une enquête. Un mandat d'arrêt international est émis. Ce basculement rapide n'est pas improvisé. Il révèle une décision déjà mûrie. Quand la dénonciation est déposée, l'appareil judiciaire est prêt. Les procédures sont claires. Les responsabilités sont assignées, le dossier ne circule pas, non, il avance. Ce qui suit est plus rare encore, une coordination institutionnelle sans friction. Les mécanismes de coopération judiciaire internationale sont activés immédiatement. Une requête formelle est transmise aux autorités togolaises. Pas de pression publique, pas d'escalade diplomatique. Le dossier suit sa voie naturelle, celle des juridictions, le 16 janvier. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé examine la demande. Elle évalue la régularité de la procédure, la nature des charges, les garanties offertes, le droit, rien que le droit. La décision est favorable. Le 17 janvier, le transfert est exécuté. Moins de 2 semaines, dans un contexte sécuritaire déjà fragile, dans un environnement politique où chaque faux pas aurait pu enflammer la rue ou provoquer une crise régionale. Ce calendrier n'est pas seulement rapide, il est linéaire. Chaque étape découle logiquement de la précédente. Aucun saut, aucune zone grise. C'est précisément ce qui neutralise à la contestation. Quand la procédure est claire, la polémique se rétrécit. Quand le droit parle, le bruit politique recule. Le message est brutal dans sa simplicité. L'autorité passée n'offre plus de sanctuaire. La frontière n'est plus une protection automatique.
le temps ne suspend plus la responsabilité. En agissant ainsi, l'État ne répond pas à une urgence émotionnelle. Il applique une logique et une fois que la sécurité nationale est juridiquement qualifiée comme menacée, l'inaction n'est plus une option et quand l'inaction disparaît, une nouvelle normalité s'impose. Les charges retenues contre Paul-Henri Sandaogo Damiba ne sont pas cumulées par hasard et ils sont construites comme une architecture de gravité. D'un côté, les faits liés à l'atteinte à la sûreté de l'État, de l'autre, un ensemble de crimes financiers à grande échelle, pris séparément. Chacun est lourd. Ensemble, ils dessinent un risque systémique. Le droit burkinabé ne juge pas seulement l'intention, il mesure le danger. Préparer, organiser ou faciliter des actions menaçant la stabilité nationale devient un crime en soi dès lors que la capacité de nuisance est démontrée. Et cette capacité change de nature lorsqu'elle concerne d'anciens responsables militaires ou politiques. Leur accès au réseau, à l'information, à l'influence transforme toute manœuvre en menace amplifiée. C'est ici que la seconde catégorie de charges verrouille le dossier, détournement de fonds publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment, dissimulation d'avoirs criminels. Ces infractions ne sont plus traitées dans des zones grises depuis l'adoption fin 2024 de la nouvelle loi anti-blanchiment. Les marges d'interprétation se sont rétrécies, le cadre pénal s'est durci, les peines se sont alourdies, les mécanismes de traçabilité se sont renforcés. La conséquence est directe. Lorsque des crimes financiers majeurs se combinent à des menaces contre la sécurité de l'État, la justice n'additionne pas simplement des délits, elle qualifie un niveau de danger. C'est pour cette raison que les analystes juridiques évoquent une peine potentielle allant de 30 ans à la réclusion à perpétuité, pas comme une certitude, comme une possibilité légale. Le tribunal examinera chaque chef d'accusation séparément, il évaluera les preuves, puis il appliquera les règles de cumul des peines. Mais un point est déjà verrouillé, ce dossier ne repose pas sur l'émotion populaire, il repose sur des textes précis. Ce qu'il ne contient pas est tout aussi stratégique, pas de peine de mort, pas de justice d'exception. Ces limites ne sont pas un détail humanitaire, elles sont une condition politique et juridique. Elles ont permis l'extradition et elles placent l'État sous observation régionale. Toute dérive annulerait le capital de crédibilité accumulé. Ainsi, la sévérité possible de la peine n'est pas un instrument de vengeance, elle est le reflet d'un seuil franchi. Quand certaines lignes sont dépassées, la clémence cesse d'être une option rationnelle, et une fois que ce seuil est reconnu par la loi, il devient difficile de revenir en arrière. Dès les premiers jours, une distinction a été imposée avec insistance. Justice n'est pas revanche, cette frontière n'a pas été tracée pour rassurer l'opinion, elle a été tracée pour convaincre un autre acteur décisif de l'État qui détenait l'ancien dirigeant. Sans garantie crédible, aucune extradition n'est possible. Et ces garanties ne se négocient pas dans les discours, elles se formalisent par des engagements juridiques. Le Togo n'a pas livré Paul-Henri Sandaogo Damiba sur la base d'un alignement politique. La décision est venue d'une juridiction et elle s'est appuyée sur des critères précis de respect de l'intégrité physique, droit à un procès équitable, exclusion de la peine de mort et ces engagements liens, ils exposent. En les formulant, le Burkina Faso a accepté une surveillance implicite. Toute violation future ne remettrait pas seulement en cause ce procès, elle fragiliserait durablement la crédibilité de l'État et sa capacité à obtenir des coopérations similaires. C'est pourquoi la procédure avance sans excès de langage. Le pouvoir politique s'efface volontairement. Les juges occupent le centre. Les émotions sont contenues. La justice devient un espace fermé, protégé du bruit. La différence est fondamentale. La revanche cherche l'humiliation, la justice cherche la preuve. Ici, aucune autorité politique ne prononce de verdict anticipé. Les accusations sont examinées dans le cadre d'une instruction. Les décisions seront rendues dans une salle d'audience, pas sur une tribune. Ce choix n'est pas moral.
Il est stratégique parce qu'en respectant scrupuleusement ses engagements, l'État transforme une affaire explosive en démonstration de discipline institutionnelle. Il montre que la fermeté peut coexister avec la retenue, que la force peut s'exercer sans arbitraire. Le signal dépasse largement le cas individuel. Il s'adresse aux élites politiques et militaires. Il s'adresse aux partenaires régionaux. Il s'adresse aux citoyens. Une règle implicite est en train de s'installer. Les conflits du passé ne se règlent plus par la marginalisation ou l'oubli. Ils entrent dans le champ judiciaire. Et une fois qu'ils y entrent, ils échappent au calcul personnel. Cette transformation change la nature du pouvoir et c'est quand la loi devient le terrain principal. Les stratégies doivent s'adapter. Le silence n'est plus une protection fiable. L'exil n'est plus un refuge définitif. Ce que beaucoup perçoivent comme de la modération est en réalité une contrainte assumée. Et les contraintes, lorsqu'elles sont choisies, deviennent une forme de contrôle. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une mécanique rarement visible dédiée à la coopération judiciaire régionale. Pas une alliance politique, pas une faveur diplomatique, ont un enchaînement légal entre le Burkina Faso et le Togo. Aucune scène de tension publique, aucun communiqué agressif, aucun rapport de force affiché. Les deux États ont laissé les juridictions faire ce que la politique échoue souvent à accomplir. Décidé sans escalade, le dossier arrive à Lomé sous une forme précise, une demande formelle, des qualifications pénales claires, des garanties écrites. La chambre d'instruction de la cour d'appel examine. Elle vérifie la régularité, elle mesure les risques, elle évalue la conformité aux engagements internationaux. Ce n'est qu'après ce filtre que la décision tombe. Ce détail est central et ce n'est pas un État qui livre un homme à un autre État, c'est un système judiciaire qui reconnaît la légitimité d'un autre système judiciaire. Dans de nombreux contextes africains, traverser une frontière a longtemps suffi à figer les responsabilités. L'exil devenait une suspension de la justice. Cette logique s'effrite lentement, mais irréversiblement. Lorsque les juridictions communiquent, les zones de refuge se rétrécissent, l'impunité perd ses espaces naturels, le calcul change. Fuir n'est plus synonyme de sécurité, attendre n'est plus une stratégie viable. Ce précédent ne vise pas seulement un individu, il redéfinit un comportement attendu. Pour le Burkina Faso, le signal est double, à l'intérieur. Il affirme que l'État n'est ni paralysé ni isolé. À l'extérieur, il montre qu'il peut obtenir coopération et reconnaissance sans recourir à la force ou à la rhétorique. Pour le Togo, la décision est tout aussi structurante. Elle confirme un refus clair de devenir une terre de refuge judiciaire. Elle inscrit le pays dans une logique de responsabilité partagée. Au-delà des affinités politiques du moment, à l'échelle régionale, l'effet est plus profond encore. Un message circule, discret mais puissant. Les anciens rangs ne garantissent plus l'invisibilité. Les réseaux transfrontaliers ne suffisent plus à diluer les responsabilités. Lorsqu'un État formalise ses demandes et respecte les règles, les autres États sont placés devant un choix de coopérer ou assumer le coût politique de l'inaction. Et ce coût augmente, et ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une érosion. Une fois que cette logique s'installe, elle transforme les attentes. Ce qui était exceptionnel devient envisageable. Ce qui semblait impossible devient juridiquement banal. Et quand la banalité change, le pouvoir réel change avec elle. Au-delà du nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est la structure de l'État qui apparaît en filigrane. Le dossier n'a jamais été présenté comme un affrontement personnel. Cette absence n'est pas un vide, c'est un choix. Le pouvoir en place a refusé la personnalisation. Pas de duel symbolique, pas de récit héroïque. L'accent est déplacé ailleurs, sur les institutions, sur les procédures, sur la capacité de l'appareil juridique à agir sans interférence directe. Cette orientation est visible dans un élément souvent sous-estimé, le cadre légal. Fin 2024, une nouvelle loi anti-blanchiment est adoptée. Elle n'est pas réactive, elle est préparatoire, elle clarifie, elle durcit. Elle ferme des failles que beaucoup exploitaient en silence.
Ce texte modifie l'équilibre. Les crimes financiers complexes cessent d'être dilués dans la lenteur procédurale. Les responsabilités deviennent traçables. Les délais se raccourcissent. Les marges d'interprétation se réduisent. C'est dans ce cadre que le dossier d'Amiba avance. Pas comme une exception, mais comme un cas test. La justice applique des outils déjà en place. La vitesse devient possible parce que l'architecture existe. L'influence du président Ibrahim Traoré se lit ici, mais indirectement, il Tchapa par une intervention, par une orientation, renforcer la capacité de l'État à agir par le droit plutôt que par l'arbitraire, structurer l'autorité plutôt que la théâtraliser. Le pouvoir ne se montre pas, il s'organise. À mesure que le récit progresse, le nom du président s'efface. Les mécanismes prennent le relais. C'est précisément ce déplacement qui donne de la profondeur stratégique. Un État stable n'a pas besoin de gestes spectaculaires, il a besoin de cohérence. À l'intérieur, le message est calibré, la discipline ne dépend plus de la loyauté personnelle. Elle dépend de règles applicables à tous. À l'extérieur, le signal est tout aussi clair. Le pays cherche la prévisibilité. Les partenaires régionaux et internationaux savent à quoi s'attendre, même dans les dossiers sensibles. La trajectoire reste lisible. Cette combinaison est rare. Fermeté sans improvisation, autorité sans brutalité. Elle transforme la perception du pouvoir non plus comme une force qui écrase, mais comme une structure qui encadre. Et quand le pouvoir devient structurel, il survit aux individus. Et c'est ici que le cas d'Amiba dépasse sa propre temporalité. Il devient une démonstration de méthode, une manière de gouverner les crises sans les transformer en chaos. La réaction internationale, ou plutôt son absence de fracas, est en soi un indicateur. Pas de condamnation massive, pas de menaces voilées, pas de rupture diplomatique. Les partenaires extérieurs observent, ils prennent note. Cette retenue n'est pas de l'indifférence. Elle est le résultat d'un processus difficile à attaquer quand une extradition est validée par une juridiction étrangère, encadrée par des garanties écrites et conforme aux standards reconnus. L'espace de critique se rétrécit. Ce n'est plus une question de sympathie politique. C'est une question de méthode. Le Burkina Faso n'a pas agi seul, il n'a pas contourné les règles régionales. Il n'a pas imposé un fait accompli, et il a laissé la procédure produire sa propre légitimité. Et cette légitimité est silencieuse, mais robuste. Ce glissement est stratégique. Pendant longtemps, la souveraineté africaine s'est exprimée sur le mode défensif en réaction à des pressions extérieures. Ici, elle s'exprime autrement, par la conformité et par la discipline, par la capacité à laisser le droit parler à sa place. Ce choix neutralise les récits adverses, il empêche la polarisation, il rend les attaques coûteuses. Pour d'autres États du continent, la leçon est claire, l'obligation de rendre des comptes au sommet ne provoque pas nécessairement l'effondrement des institutions, elle peut au contraire, les renforcer. La coopération régionale ne dilue pas la souveraineté, elle la crédibilise, mais cette trajectoire ouvre aussi une zone de tension, car une fois que ce standard existe, l'exception devient suspecte. Le silence devient une décision politique, l'inaction devient un choix visible. Si ce modèle est accepté, les élites devront recalculer leurs marges. Si ce modèle est rejeté, le coût devra être assumé. Si ce modèle est ignoré, il continuera pourtant à produire des effets. C'est ainsi que les normes se déplacent, pas par déclaration, par répétition. Et chaque répétition réduit un peu plus l'espace de l'impunité. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba ne clôt pas une affaire. Elle ouvre un champ de décision. 3 trajectoires se dessinent désormais. Si ce précédent est pleinement accepté, alors une nouvelle normalité s'installe. Les anciens centres de pouvoir cessent d'être intouchables. La responsabilité cesse d'être conditionnelle. Le droit devient un facteur de stabilité, non un instrument de règlement de compte. Mais ce choix impose un prix, d'outiller celui de la cohérence dans la durée. Chaque renoncement futur affaiblira l'ensemble. Si ce précédent est rejeté, la logique inverse reprend le dessus. L'exil redevient une assurance et les frontières retrouvent leur fonction protectrice.
La justice redevient sélective, bien, le message envoyé sera simple et ce cas était une exception, pas une règle, et une exception, par définition, ne transforme rien. Si le silence s'installe, le résultat sera plus ambigu, le précédent existera, mais sans être assumé. Il continuera d'influencer les calculs, sans jamais devenir un standard déclaré. Cette zone grise est confortable à court terme. Elle est corrosive à long terme. Aucune de ces options n'est neutre. Chacune redéfinit le rapport entre pouvoir, loi et mémoire politique. Ce qui s'est joué ici n'est pas une victoire morale, c'est un déplacement de seuil. Une fois qu'un ancien chef d'État peut être jugé sans spectacle, sans violence et sans rupture, le mythe de l'immunité naturelle se fissure. Il ne disparaît pas immédiatement, mais il commence à coûter plus cher à entretenir. La question n'est donc plus seulement judiciaire, elle est collective. Que devient un système politique quand l'oubli n'est plus une stratégie fiable ? 3S. Que devient le pouvoir quand le temps ne protège plus ? 3S. Que devient la stabilité quand elle repose sur des règles plutôt que sur des hommes ? 3S. Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent de l'honnêteté. Si ce récit vous interpelle, partagez-le. S'il vous dérange, discutez-le. S'il vous oblige à choisir, alors il a rempli sa fonction.